le prix des traitements, on a une situation qui est insatisfaisante dans beaucoup de contextes. C'est une slide que j'ai reçue d'Isabelle Andrieux, qui est très récente et qui vous montre le prix des traitements de dernière génération dans différents pays qui sont les pays qui devraient être, disons, réalistiquement pourraient atteindre ces objectifs de l'élimination de l'hépatite C d'ici 2030. Vous voyez notamment la Suisse à droite avec un prix de 30 000 € pour un traitement, qui est le moins cher que l'on a chez nous. Et vous voyez tout à gauche le prix en Égypte avec un prix d'un traitement de 3 mois qui descend à 70, 60 ou même 50 € selon le contexte. Je pense que là où on a un problème majeur actuellement dans ce genre de discussion, c'est quand on se concentre sur les pays à moyen revenu. Parce que les pays à moyen revenu sont les pays qui n'ont pas accès aux génériques en général, parce qu'ils n'ont pas de licence obligatoire pour obtenir les génériques. Et puis c'est des pays qui n'ont pas les revenus de la Suisse ou de la France. Et je vous ai entouré le cas du Brésil, par exemple. On a au Brésil quasiment 1 million de personnes qui ont une infection de l'hépatite C chronique. Le Brésil, c'est un des pays qui a essayé de mettre en place une stratégie pour éliminer l'hépatite C. Mais on a un gros problème parce que le traitement est toujours à plus de 1 000 $ par traitement, par personne. Donc avec ce genre de prix-là, on ne va pas arriver à éliminer l'hépatite C d'ici 2030. Donc on a là aussi encore beaucoup d'efforts à fournir. Donc comme pour l'hépatite B, je vous ai listé un certain nombre de stratégies qui me paraissent essentielles pour améliorer le dépistage de l'hépatite C. Et je dirais que le plus important, c'est de discuter encore une fois les groupes clés qui, dans un premier temps en tout cas, restent la priorité pour le dépistage de l'hépatite C. Et je vous ai mis ici un exemple très intéressant qui nous montre encore une fois qu'il est indispensable de connaître l'épidémiologie de ces groupes clés. C'est une étude qui a été effectuée au Kenya, une grande étude dans 3 régions du Kenya où il y a une population de personnes qui injectent des drogues assez élevée. Et vous voyez que dans cette étude-là, on a montré que la prévalence de l'hépatite C n'était pas la même selon la région. Et vous voyez que dans la région de l'ouest du Kenya, c'est la ligne verte tout en bas, vous avez une prévalence extrêmement faible, même chez les personnes qui injectent des drogues, alors qu'à Nairobi ou même encore de manière plus forte à Mombasa, dans la région de la côte du Kenya, on a une prévalence d'hépatite C extrêmement élevée qui va jusqu'à 20, 30, 40%. Donc encore une fois, pour essayer de cibler les populations le plus à risque et le plus à même de présenter une hépatite C, on a besoin de ce genre de données pour essayer de s'attaquer à ces problématiques dans chacun des contextes. Comme vous le savez, et je l'ai évoqué tout à l'heure, on a besoin d'avoir un accès à une confirmation d'hépatite C chronique qui est meilleure, et une des solutions pourrait potentiellement être l'utilisation de l'antigène corps du VHC, ce qui a bien été démontré dans plusieurs études en Europe, aux États-Unis, mais aussi dans l'étude TAC menée par Karine Lacombe en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, où vous voyez que la corrélation entre la mesure de l'antigène corps du VHC et la charge virale du VHC est très bonne, et donc on pourrait, moyennant un prix plus bas de l'antigène corps, se focaliser sur cette mesure-là pour pouvoir confirmer une infection de l'hépatite C. Je vous ai parlé des prix et j'insiste encore une fois là-dessus. C'est important qu'on puisse continuer les efforts de diminution des prix des traitements hépatite C à travers le monde, mais j'insiste encore une fois sur l'épidémiologie parce que même si on a l'impression qu'on a maintenant avec nos molécules pangénotypiques la manière de traiter tout le monde, eh bien on s'aperçoit que l'épidémiologie reste importante et qu'il reste important de conduire ce genre d'études à travers le monde, surtout là où on met en place des stratégies de traitement pour la première fois. Et cet exemple-là le montre très bien. C'est un exemple au Rwanda où on a également au Rwanda l'intention véritable de s'attaquer à l'épidémie de l'hépatite C. Et dans cette étude, c'est une étude pilote qui a mis en place une stratégie de traitement par sofosbuvir, lélipasvir, dans un certain nombre de personnes qui ont une hépatite C chronique au Rwanda. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a eu une très bonne réponse au traitement dans la plupart des patients, plus de 90%, c'est la colonne du milieu. Par contre, chez les personnes qui avaient un génotype un peu exotique pour nous en Europe, qui est le génotype 4R, c'est un génotype qui existe presque uniquement dans la région de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Mais vous voyez que la réponse au traitement à 24 semaines n'était que de 56%.
Donc clairement des chiffres tout à fait insuffisants avec ce genre de traitement-là, et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc ça montre bien qu'on a besoin de connaître en détail les caractéristiques virologiques de l'hépatite C pour pouvoir mettre des traitements adaptés en place. Et donc ces personnes qui ont eu un échec à ce traitement de sofosbuvir, lédipasvir ont été mis dans un nouveau protocole de traitement avec velpatasvir qui devrait être plus efficace pour ces patients-là. Finalement, les modèles de soins innovants, comme pour l'hépatite B, je vous ai expliqué que la décentralisation était importante. Eh bien, on a à nouveau une fois une expérience similaire par rapport à l'hépatite C. Je vous montre l'exemple australien où très vite, on a compris qu'il fallait, dans ce genre de contexte-là, arrêter d'avoir uniquement une stratégie centralisée où on a tout qui se passe à l'hôpital de niveau tertiaire. Vous voyez sur le schéma ici que le testing, l'évaluation de la fibrose, le traitement, le suivi, tout ici a lieu dans le centre principal. Et bien en Australie, on a très vite compris qu'il fallait décentraliser autant en termes de tests que de prise en charge et de permettre également à des non-spécialistes de traiter l'hépatite C. C'est ce qui a été fait avec pas mal de succès en Australie. Et puis, eh bien, cet exemple a été suivi par d'autres, et notamment le Rwanda qui, on l'a vu cette année à la conférence EASL, conférence européenne du foie, où une personne du ministère de la Santé du Rwanda nous a très bien montré les adaptations en termes de prise en charge de l'hépatite C qui avaient été conduites au Rwanda. Vous voyez qu'il y a quelques années, il n'y avait que 4 spécialistes au Rwanda qui traitaient l'hépatite C dans un certain nombre restreint d'hôpitaux, de grands hôpitaux. Et le but ici était véritablement de décentraliser cette prise en charge-là. Et vous voyez dans le schéma à droite, d'ici quelques années, on s'attend à ce qu'il y ait plus de 500 centres de soins qui soient capables de traiter l'hépatite C et plus de 500 médecins et infirmières qui puissent également mettre en place ce genre de traitement-là. Donc clairement un exemple à suivre, surtout dans des pays à forte endémie comme les pays d'Afrique centrale. Voilà, donc je vais m'arrêter là en résumant à nouveau les quelques points qui me paraissent importants par rapport au dépistage des hépatites. Donc on l'a vu, on sait l'impact qu'a l'hépatite B et l'hépatite C sur les maladies hépatiques dans ce contexte-là. Et malgré tout cela, on a toujours des taux de dépistage qui sont extrêmement faibles, avec moins de 20% des populations infectées qui sont dépistées à ce jour. Pour le VHB, si on se focalise sur le sud, on sait que c'est la population générale qui doit être dépistée. Et là, ça va être important d'avoir des stratégies multiples, notamment en intégrant le dépistage dans les centres de soins, mais également en mettant en place des stratégies innovantes de testing au niveau de la communauté. Pour le VHC, une situation bien différente, et donc là, l'impact important du contexte épidémiologique est donc de connaître quels sont les groupes qu'il faudra cibler dans un premier temps pour le dépistage. Et donc le dépistage de populations clés est prioritaire, mais j'insiste sur le fait de la cohorte de naissance qui va vraiment être un élément important pour focaliser ces stratégies de dépistage sur les populations qui sont le plus à risque d'avoir une infection à l'hépatite C. Je vous remercie pour votre attention. Merci Gilles, et donc on va avoir un petit quart d'heure de discussion. Puisque, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, Gilles, la stratégie de dépistage universel de l'hépatite C en France, c'est pas du tout implémenté. C'est-à-dire, c'est en fait un souhait qui a été émis par la FEF, et l'étude qui a été faite et conduite par Sylvie de Figueurban et publiée dans le JPatol sert justement d'argumentaire, si tu veux, pour prôner ce dépistage universel. Le seul endroit où le dépistage universel a été fait, c'est l'Égypte, où globalement, il y a quand même plus de 50 millions de personnes qui ont été dépistées actuellement, et 2 millions de personnes sous traitement. Et voilà. Donc, je disais que le seul endroit où le dépistage universel avait été réellement fait, c'est l'Égypte, avec 54 millions ou 50 millions de personnes dépistées, et actuellement, 2 millions de personnes sous traitement. Donc, en fait, c'est là où ça a été... Alors, il y a un point qui est important, c'est que le C, c'est simple, tu es d'accord? C'est-à-dire qu'on a un traitement, globalement, tu as très bien dit qu'en effet, il y a des génotypes rares comme les génotypes 4 dits exotiques qui posent problème, et pour lesquels sans doute il faut avoir des thérapeutiques qui sont d'emblée maximalistes et efficaces. Mais le vrai problème, c'est l'hépatite B.
Parce qu'actuellement, avec les traitements dont on dispose, on est sur des traitements de très longue durée. Et du fait, et la réalité, c'est qu'y compris en Europe ou aux États-Unis ou au Japon, tu n'as que 20% des gens qui sont en fait actuellement traités, ou 30% des gens, si tu prends l'ensemble de la population. Ça va changer, puisque en fait, avec le développement des nouvelles molécules, l'objectif de tout le projet HBV Cure, c'est d'arriver à avoir un traitement fini pour l'hépatite B. Donc, je trouve que c'est compliqué, y compris aussi pour le dépistage, parce que autant dans un contexte de co-infection VIH, tu n'as pas trop de discussion, puisque de toute façon, tu vas traiter le VHB, mais dans le contexte en dehors de la co-infection VIH, c'est un vrai problème de savoir ce que tu fais après. Et c'est compliqué aussi au niveau du message que tu donnes pour le dépistage, parce que si tu dépistes et que tu fais rien derrière, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Donc, comment tu vois ces différentes stratégies pour le B, qui, je trouve, pose un problème spécifiquement plus compliqué que le C? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui complique le tout, c'est que les algorithmes de traitement de l'hépatite B sont vraiment compliqués. Hein. Elles sont basées sur un certain nombre d'éléments qui sont très rarement disponibles dans ce genre de contexte du Sud, que ce soit la charge virale ou que ce soit l'évaluation de la fibrose. Et donc, disons, ça, c'est un problème. Et l'autre problème, c'est que ces algorithmes de prise en charge sont basés sur des données asiatiques et européennes et ne prennent pas en compte les spécificités des populations africaines notamment. Et donc, on a des algorithmes qui sont compliqués, mais qui sont en fait probablement pas adaptés à un certain nombre de populations dans le contexte africain. Et probablement amenés à changer rapidement dès qu'on aura d'autres thérapeutiques à notre disposition. Tout à fait. Et donc, je pense que la difficulté ici, c'est que on a des personnes qu'on a de la peine à faire venir dans les centres de soins pour qu'ils soient dépistés ou évalués. Et ensuite de ça, dans un bon nombre de contextes africains, dans plus de la moitié des personnes, on va devoir leur dire vous avez une hépatite B, oui, mais on ne va pas vous traiter. Et donc, beaucoup de personnes, on est en train de faire l'expérience à Dakar, ces personnes-là disent bon, ok, moi j'ai une hépatite B, mais je ne dois pas traiter, donc je n'ai pas besoin de revenir. Et donc, le suivi de ces personnes-là va être extrêmement compliqué, sachant qu'on leur demande de venir régulièrement à la clinique, de faire leurs évaluations, mais qu'on ne les traite pas. Et donc je pense que là, on doit à un certain moment s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait. On peut avoir la lumière, s'il vous plaît? On doit un petit peu s'inspirer de ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans le domaine du VIH, et ça m'étonne toujours de voir le peu de similitudes qu'on est capable de faire avec le VIH. Avec le VIH, on a mis 15 ans à baisser le taux de CD4 pour débuter un traitement, et finalement on traite tout le monde. Et puis pour l'hépatite B, qui est une évaluation encore plus compliquée, on a de la peine à le faire. Pour les femmes enceintes, on a mis 15 ans à savoir que quelqu'un qui était enceinte, qu'on commençait à traiter, il ne fallait pas lui arrêter son traitement et qu'on allait le continuer, alors que pour l'hépatite B, on continue 3 mois plus tard à arrêter leur traitement, alors qu'on sait que c'est des femmes qui vont à nouveau tomber enceintes dans 1 année ou 2 années. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'apprendre les leçons du domaine du VIH pour essayer d'adapter un certain nombre de ces leçons à l'épidémie du VHB. Françoise. Oui, non, mais vous venez d'en parler, je voulais juste parler justement des femmes enceintes. L'argument quand même pour dépister l'hépatite B, c'est la transmission mère-enfant. Il n'y a pas que le traitement, quand même, il y a déjà la vaccination, les immunoglobulines à la naissance. Donc quand même, c'est un argument important pour préconiser un dépistage au moins des femmes enceintes. Oui. Dans un certain nombre de pays, on voit que très souvent des vaccinations se font sans dépistage préalable, et donc on a des personnes antigènes HBS qui se sentent protégées parce qu'on les a vaccinées. Et puis, peut-être que pas pour tout le monde, mais il y a au moins certains groupes où faire un dépistage sans vérifier du coup chez les négatifs s'il y a besoin d'une vaccination de rattrapage. Alors, il faut voir en fonction de l'épidémiologie, mais il y a certains groupes où à un moment donné, on ne peut pas dissocier dépistage et vaccination parce qu'il y a des besoins de rattrapage et qu'on voit des incidences de l'hépatite B dans ces groupes-là. Tout à fait. Docteur Yousfi. Merci, Mohamed, je suis infectiologue à Algérie. Merci pour votre présentation. J'ai deux remarques, 2 questions. La première, c'est concernant le dépistage ciblé pour l'hépatite B, mais je ferai aussi pour l'hépatite C. Donc, les groupes listés par l'OMS, qu'est-ce que vous en pensez des professionnels de la santé? Parce qu'ils ne figurent pas sur ces groupes, les professionnels de la santé. J'ai pas compris. Donc dans les groupes professionnels qui sont ciblés, les professionnels de la santé. La première stratégie.
Celle-là, hein, cette liste De l'OMS. Ah, mais on voit plus. De l'OMS. Ouais. Non, vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. J'ai mis la liste ici, mais elle n'est plus là-bas. Non, vous avez raison. Là, cette liste, elle est discutable. Hein. Je crois que autant il y a des groupes qui sont oubliés, autant cette liste, elle évoque, par exemple, aussi les personnes infectées par le VIH. Et je crois que quand on regarde le contexte de l'infection de l'hépatite C, en Afrique australe notamment, vous voyez qu'en Zambie ou au Malawi, vous avez très très peu de personnes qui ont une hépatite C. Et quand on se dit qu'il faudrait tester chaque personne qui se présente pour les soins VIH, donc des millions de personnes pour une hépatite C alors que vous n'allez pas en trouver, on peut se poser la question aussi de la pertinence de ce genre de groupe-là. Donc encore une fois, je pense que vous avez raison, je pense qu'il faut absolument adapter ces conditions de dépistage à l'épidémiologie locale, mais je pense aussi que le personnel de santé devrait être en priorité dépisté, vacciné, etc. Ça me paraît évident. Ma deuxième question, c'est concernant les génériques et concernant justement pour l'hépatite C. Oui. Et la responsabilité, on va dire mondiale, internationale, qu'est-ce qu'on attend pour essayer d'avoir la même stratégie qu'on a eue de nous infectiologues dans le VIH il y a une vingtaine d'années pour donc, pouvoir permettre au maximum donc, de malades d'être traités lorsqu'on voit les courbes que vous avez données de différence pour les prix des génériques, et particulièrement les pays du tiers-monde, et vous avez bien dit les pays à un niveau intermédiaire. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité là des professionnels, du corps médical, des politiques, pour qu'on puisse appliquer la même stratégie qui a été faite pour le VIH, et en particulier au niveau du Fonds mondial? Merci. Vous avez raison. Oui. Je pense qu'on a mis beaucoup trop de temps à mettre en place ce même type de stratégie-là. L'accès au générique est maintenant dans un bon nombre de pays meilleur, et donc on peut entrevoir quand même une amélioration dans un certain nombre de pays, avec la difficulté qui persiste dans les pays à ressources moyennes, où là clairement on va avoir un gros problème. Je ne peux pas vous répondre exactement par rapport au Fonds mondial. Peut-être que quelqu'un a une meilleure réponse que moi. Peut-être que Marc ou les modérateurs pourront vous répondre. Disons l'impact du Fonds mondial sur la baisse de ce genre de prix. Ou Karine, tu peux dire quelque chose? Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner un Merci micro à- beaucoup.